J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier, on vous a diffusé une émission dans laquelle nous avons révélé la nomination officielle, qui n'a pas été officiellement encore annoncée, parce qu'elle devait avoir lieu d'ici le 5 juillet prochain, mais elle a eu lieu le 2 mai dernier, d'un nouveau patron à la tête de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Il s'agit de M. Nasser Djen, général Nasser Djen, surnommé le Nasser Djen, qui donc se retrouve propulsé à la tête de la DGSI, la plus importante division du service secret algérien. Je dis bien la plus importante division et d'élection et département des services secrets algériens, qui est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, le service de renseignement intérieur. Hier, on a fait toute une émission, on est revenu un petit peu sur le parcours de Nasser Djen, pourquoi on l'appelle Nasser Djen, qui est Nasser Djen, comment il a été retrouvé à la place de M. Lekhal Mejdoub, qui était extrêmement malade et qui, depuis son retour au mois de mars à Alger, alors qu'il avait été hospitalisé à la suite d'un AVC, à la suite des effets dévastateurs d'un AVC dont il avait été victime au mois de janvier 2024, on a expliqué comment Nasser Djen, qui est âgé de moins de 60 ans, est devenu l'homme fort des services de l'enseignement. On l'a appelé le fantôme, un fantôme à la tête des services secrets. Cette émission a suscité beaucoup de controverses et de critiques. Il est très difficile, un peu comme en Algérie, nous avons une tendance, si on ne dit pas ce que la majorité ou ce qu'une certaine catégorie de la population veut entendre, on est rapidement catalogué dans une catégorie, étiqueté, et on subit tous les préjugés, toutes les insultes et toutes les injures. Alors, les gens ne comprennent pas que nous sommes des journalistes, que nous on rapporte les faits. On ne rapporte pas la spéculation, les rumeurs et les théories du complot. Nous on est des journalistes, on essaie de vérifier les faits. Quand on n'arrive pas à vérifier, on utilise le conditionnel et on rapporte les versions de plusieurs sources. À chaque fois qu'on parle d'un personnage qui a travaillé dans les années 90 ou qui a lutté contre le terrorisme dans les années 90, on nous ramène sur un terrain idéologique qui est la fameuse polémique de qui tue qui. Pourquoi vous ne dites pas que les militaires étaient des assassins et que les islamistes étaient des victimes et les officiers des services de renseignement dans les années 90, c'est des criminels, c'est des assassins. Un terrain idéologique extrêmement dangereux. Et moi, je refuse cette polémique. D'abord, un journaliste n'est pas là pour dire ce que vous avez envie d'entendre. De deux, quand on accuse un journaliste d'être un relais du DLS ou d'être un serviteur du DLS, je rappelle que le DLS, les services secrets, c'est une institution de l'État. Que tous les États qui se respectent, tous les États structurés, ont des services secrets, qui est une institution étatique. Je crois que c'est un devoir citoyen de vouloir préserver une institution, de vouloir défendre sa crédibilité, des fois de lutter pour sa crédibilité ou lutter pour sa intégrité morale, y compris contre ses propres chefs. Dieu merci, les écrits d'Algérie par Abdou Sammar sont très nombreux pendant des années pour dénoncer les dérives de certains officiers supérieurs des services de renseignement. Et mes écrits ne signifient pas, quand on dénonce le comportement des personnes, ou l'attitude des personnes, ou le caractère véreux de certaines personnes, ça ne signifie pas qu'on doit déboulonner l'institution et écraser l'institution. Et les personnes qui veulent diaboliser les institutions, ce ne sont pas des patriotes, ce ne sont pas des opposants, ce n'est pas du journalisme, ce n'est pas de la critique, ce n'est pas de la contestation. Quand on veut déboulonner une institution, quand on veut l'écraser, la détruire, la discréditer pour toujours, c'est qu'on veut du mal à l'Algérie. C'est simple. Aux États-Unis d'Amérique, la CIA, elle a fait beaucoup de dégâts. La CIA, elle a tué des gens à l'extérieur des États-Unis d'Amérique, elle a impliqué les États-Unis d'Amérique dans des opérations de coup d'État en Amérique latine, elle a provoqué, elle a aidé Pinochet qui a massacré une partie de la population du Chili. Les opérations de la CIA, notamment à l'étranger, contre les peuples de l'Amérique latine, contre les peuples de certains pays asiatiques, ou dans certains pays africains, tout le mal qui a été fait pour servir l'agenda politique des États-Unis de l'Amérique à travers les opérations secrètes machiavéliques de la CIA, le DLS algérien par rapport à la CIA, c'est des enfants de cœur. Et pourtant, est-ce que la CIA est autant diabolisée par les journalistes ou les opposants américains? On peut critiquer les comportements et dénoncer, bien sûr, certains responsables de la CIA, certains agents de la CIA. Mais vous ne trouverez pas un Américain qui dit « Al-Mukhabarat irhabiya ». Le slogan « Mukhabarat irhabiya », cette radicalité-là, ce rejet extrêmement violent d'une institution de l'État, on le retrouve qu'en Algérie. Il n'y a jamais un Américain qui dit que la CIA c'est des terroristes.
La CIA est une organisation terroriste, c'est une organisation criminelle. Je ne l'ai jamais vu. Y compris les Américains les plus anarchistes, les plus opposants. جماعة الخير احنا ما نقول لكم d'abord ce qui s'est passé dans les années 90, nul ne détient la vérité. Je le dis bien, nul ne détient la vérité. Il y a eu des victimes, il y a eu une guerre, il y a eu des victimes. Il y a eu un mouvement armé qui a pris les armes, qui est monté au maquis et qui a mené des actions armées pour prendre le pouvoir. Un pouvoir qu'il a estimé qu'on lui avait volé. C'est une affaire politique qui a dérivé et qui est devenue une guerre, qui a provoqué une guerre civile. Dans cette guerre, il y a eu des dérapages et des dérives de part et d'autre. Dire que il n'y a que les militaires qui ont assassiné, il n'y a que les militaires qui étaient des criminels, il n'y a que les officiers des services secrets qui étaient les criminels, qui étaient les tueurs, qui étaient les sauvages, alors que les autres islamistes, ils étaient, je crois, des scouts. Je crois qu'ils se mettent à dire la version de l'histoire. Les Jamaat al-Jia, les Jamaat al-Fils qui ont été armés, qui se sont armés, l'armée islamique du salut. Je crois qu'ils ont fait c'était des scouts. Ils ont la montagne, ils ont le maquis pour faire du camping. C'est de la manipulation tout cela. On ne peut pas venir, après avoir vécu ce que nous avons vécu dans les années 90, quand on a vu les massacres, quand on a vu les idées fanatiques, quand on a vu les barbus qui armés, qui manifestaient, les faux barrages. Moi, je suis un enfant de la métissage, je sais ce que c'est que le terrorisme. Je n'ai pas vécu le terrorisme à la télé, ou là dans les livres, ou là dans les journaux. Je l'ai vécu en direct. Je sais ce que j'ai vu. J'ai vu des personnes qui avaient des idées fanatiques, qui ont fait beaucoup de mal à la population et à mon pays. On ne vient pas nous donner la leçon pour travestir, la manipuler l'histoire. Et pourtant, je l'ai bien dit hier, que l'histoire de la décennie noire, nul ne détient la vérité. Il n'y a pas un travail historique sérieux avec des historiens qui aident pour établir la responsabilité. On connaît certains faits à travers des témoignages, à travers des matériaux d'enregistrement, comme les audios, comme les images. On sait que les islamistes ont pris les armes, qu'au départ les islamistes on leur a volé une victoire politique lors des élections législatives, que certains ont été torturés, violentés, ça c'est vrai. Mais est-ce que cela justifie pour autant de ravager un pays pendant 10 ans et de mettre tous les militaires dans le même sac et d'accuser tous les militaires d'être tous les responsables des massacres collectifs? Non, pas du tout non. C'est le nihilisme islamiste qui veut nous faire croire que tous ceux qui ont servi l'armée et les services de renseignement pendant les décennies noires sont des criminels et qu'il faut donc les mettre à l'écart. Si on doit mettre à l'écart tous ceux qui ont servi pendant la décennie noire, ça sera des milliers d'officiers, des centaines de milliers d'officiers. C'est une destruction des institutions de l'État. La noblesse au sein de l'ONB. Notre pays faisait face à une rébellion armée islamiste avec des idées fanatiques arriérées. On en joue pour l'islamisme, ce qu'il a fait plus tard, Qaïda, Daesh, ce qu'ils ont fait dans les autres pays arabes. Il y a eu les institutions de l'État qui ont lutté. Il y a eu des dérapages, des dérives assez graves, je le reconnais, bien sûr, de la part de certains hauts responsables de certaines institutions de l'État, mais cela ne signifie pas que l'appareil sécuritaire de l'État algérien est un appareil criminel, ou là une bande criminelle. Ce sont les mêmes personnes qui كانوا يبانوا في الحراك. في الحراك كانوا يقولوا مخابرات إرهابية. Ce sont les mêmes personnes, je dis bien les mêmes personnes, qui ont divisé le Hirak. D'ailleurs, le Hirak s'est éteint, s'est affaibli et s'est totalement effondré à partir du moment où on a commencé à proclamer le fameux slogan en 2021 d'Al-Mukhabarat Irhabiyya. Les Algériens ont eu peur. Les 13 millions de personnes qui sont sorties de l'Irak, et il ne restait même pas quelques milliers qui sortaient plus tard, fin 2021, à cause de ce slogan, parce que là, ils ont eu peur. On est sortis pour demander la démocratie, pour demander le changement, pour demander la fin de la dictature, pour demander le développement. On n'est pas sortis pour détruire les institutions de l'État et pour considérer les services secrets comme une organisation criminelle. Et on ouvre la porte à des rébellions armées. Et que donc ce slogan, ce sont des criminels, ce sont des assassins, il faut les assassiner, il faut s'en prendre à eux. C'est-à-dire on essaie de légitimer dans le futur, ou là, a posteriori, on essaie de légitimer une probable action armée qui menacera la paix, la stabilité du pays. Alors que le Hirak était un mouvement pacifiste qui ne revendiquait pas, qui n'avait pas des revendications par rapport à la décennie noire. Il avait des revendications par rapport au présent de l'Algérie pour construire, et au futur de l'Algérie pour une Algérie où la justice devrait être indépendante, où le développement économique devrait être assuré, où il y aurait une justice sociale, une alternance au pouvoir, une démocratie dans le fond commun de ce mouvement.
Un badge de personnes qui ont surfé sur ce mouvement. Ils ont voulu surfer sur la colère populaire en se faisant passer pour des leaders autoproclamés de ce mouvement. Ils ont essayé de politiser les événements des années 90. Un H les années 90, je suis désolé, je l'ai vécu. J'ai vu des islamistes armés qui tuaient la population et qui faisaient du mal à la population. Je suis un enfant de la Métija, وليد ولاد شبل, وحنا عشنا في الميتيجا, شفنا les groupes armés, et les militaires, quand on les a vus, il y a eu des dérives, mais je suis désolé, les dérives les plus graves, la faute revient, la culpabilité revient à ces groupes islamistes armés qui ont brûlé nos écoles, qui ont tué nos enseignants, qui ont brûlé notre pays, qui ont brûlé les zones industrielles. Donc on arrête de travestir l'histoire, s'il vous plaît. Arrêtons de faire de l'idéologie. Ne venez pas nous donner des leçons. Ne venez pas nous entraîner dans un processus. Aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'on peut être un vrai opposant. Pour être un vrai démocrate en Algérie, il faut diaboliser les institutions de l'État. Il faut être nihiliste. Il faut considérer que la destinée noire, il n'y a que les islamistes qui étaient des victimes. Que les autres sont tous coupables. Que l'armée est une armée de criminels. Que les services secrets sont une organisation de criminels. Je suis désolé, ça c'est pas de l'opposition. Ce n'est pas de la démocratie. Ça c'est malhonnête, c'est du mensonge. Il y a une partie, il y a des Algériens qui ont vécu, chacun a vécu la destinée noire avec sa sensibilité. Ceux qui étaient dans le courant islamiste l'ont vécu avec une perception totalement différente que ceux qui étaient dans le courant démocrate ou la progressiste. Mais peu importe les sensibilités, il y a les faits. Il y a des faits, c'est qu'il y a des personnes qui avaient une idéologie, qui ont pris des armes et qui se sont attaquées à la population. L'interruption du processus électoral, ce n'est pas les élèves de l'Etchbel, de la Métija qui l'ont interrompu. Pourquoi aller brûler les écoles de la Métija? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi quand j'étais petit? C'est pas moi qui. Moi je suis pas Khaled Nzal. Et les enfants de Khaled Nzal n'ont pas étudié à la Métija. Pourquoi aller brûler les écoles de Bouferek, de l'Etchbel, de Sidi Moussa, de Berraqi, etc. Et j'en passe, et j'en passe. Donc, il y a une réalité historique. Les historiens doivent travailler sur cette réalité-là. Il faut enlever ce débat idéologique sur les années 90. Tous ceux qui ont servi le pays durant les années 90 ne sont pas tous des criminels. Lutter contre le terrorisme, c'est pas du crime. Est-ce qu'en France ici, on a connu des attentats terroristes? Est-ce que vous avez vu un débat dans les médias français ou là sur la place publique en France, on accuse les services secrets français d'être des criminels parce qu'ils ont lutté contre les terroristes au Mali. Les Français ont jusqu'au Mali pour lutter contre les terroristes. Ou là, est-ce qu'on peut considérer en France comme étant des terroristes, ou là, est-ce qu'on peut considérer en France comme étant des criminels, des hauts responsables des services de sécurité français qui ont neutralisé des groupes armés? C'est comme assez grave. On est en train de culpabiliser des officiers qui ont servi leur pays. Moi, je ne suis pas en train de les défendre, leur parcours, etc. Moi, je défends l'institution. Dans tous les pays qui se respectent ont besoin de services secrets qui soient solides, qui soient enracinés dans le pays, qui exercent une activité de souveraineté nationale, qui soient... Est-ce qu'on peut imaginer les États-Unis d'Amérique sur la CIA, sur le FBI? Est-ce qu'on peut imaginer la France sur la DGSE, la DGSI? Est-ce qu'on peut imaginer la Grande-Bretagne sur le MI5 ou le MI6? Est-ce qu'on peut imaginer la Russie sur le KGB, le FSB? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors pourquoi nous, les Algériennes et les Algériens, on veut nous faire croire que l'Algérie n'a pas besoin de services secrets? Qu'ils sont tous des criminels, qu'il faut dissoudre les services secrets, et qu'ils sont tous ceux qui ont servi dans les services secrets sont tous des criminels. C'est un débat extrêmement dangereux. C'est un débat extrêmement dangereux. C'est même pas un débat, c'est un processus de diabolisation machiavélique qui vise à saper la sécurité nationale. Je suis un défenseur des institutions. Je considère que les institutions de l'État doivent être intègres, crédibles, puissantes et fortes si on veut assurer le développement et la sécurité du pays. Maintenant, qu'il y ait des responsables, في service secret اللي ماشي ملاح, Algérie part la dénoncer. On a cité des dizaines et des dizaines de cas. Alhamdoulilah, les écrits d'Algérie passent sont là. Mohamed Jebbar n'est pas un ange, on l'a dit 1000 fois. Nasser Djen, c'est pas un ange, on l'a dit 1000 fois. Mais on ne demande pas à un responsable des services secrets d'être un ange. On ne lui demande pas non plus d'être un diable. On lui demande d'être un bon dirigeant. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est le rôle des services secrets. Pourquoi les États ont besoin des services secrets? Les services secrets, ils sont là pour anticiper la menace, pour enquêter, pour préserver l'unité nationale, et surtout, le rôle des services secrets, on les appelle les services de l'intelligence. Ils sont là pour obtenir les données les plus importantes, les informations les plus fiables, les informations de première main, les informations les plus exclusives, pour les remettre au décideur politique, qui est le chef de l'État. Un chef d'État, il arrive à développer son pays,
un gouvernement arrive à développer, que ce soit un chef d'État ou un gouvernement, je vais parler comme que ce soit dans une organisation individuelle ou collective. Il y a des pays où les pouvoirs sont concentrés entre les mains du président, comme le cas de l'Algérie, et des pays où les pouvoirs sont dilués dans un groupe, dans un collège de décideurs qui mène les régimes parlementaires. Dans les deux cas, les services secrets, leur importance est de donner, de servir et d'offrir des données et des informations extrêmement fiables et de première main qui permettront aux décideurs politiques du pays de prendre les bonnes décisions afin d'assurer et de protéger les intérêts suprêmes de leur État et de leur pays. Les intérêts suprêmes d'un État, c'est son développement, sa sécurité nationale, sa souveraineté, le respect de son intégrité nationale, mais surtout, sa croissance et sa capacité à créer des richesses et à fournir des emplois, ensuite à garantir l'épanouissement de son propre peuple. C'est ça le rôle des services secrets, c'est d'offrir des informations. Et c'est parce que pour les opérations armées, qu'il y a la police, qu'il y a la gendarmerie, qu'il y a l'armée, qu'il y a l'armée terrestre, l'armée de l'air, l'armée de la marine. Mais les services secrets, ce n'est pas une unité de combat, c'est une unité d'intelligence. Ce sont des unités d'intelligence. Ils sont là pour collecter les infos, pour accéder aux infos que personne ne peut détenir, auxquelles c'est très difficile d'y accéder, des informations auxquelles c'est très difficile d'y accéder, pour ensuite les analyser, les décrypter, les contextualiser et les résumer dans des rapports au profit des décideurs, du chef de l'État ou du gouvernement, afin de faire les bonnes lois, de prendre des bonnes décisions, d'interagir avec l'environnement intérieur et extérieur du pays de façon intelligente. C'est le rôle des services secrets. Et c'est un rôle déterminant dans tous les pays du monde. Et il faut qu'en Algérie, les services secrets exercent leur rôle. Et ne l'exercent plus. Je suis venu dans la réforme de DRS. Moi, j'étais parmi ceux qui ont salué la réforme de DRS. Mes positions contre Algérie Focus. Quand je dirigeais le média Algérie Focus avant de créer Algérie Part en mai 2017, j'étais partisan de cette réforme du DRS, qui était à l'époque une grosse machine sécuritaire, qui malheureusement avait dévié parce qu'il y avait tellement de prérogatives, c'est devenu par moments une police politique. Il fallait la restructurer, il fallait créer un service secret moderne, comme la CIA, comme le FSB, c'est-à-dire avec des compétences claires, nettes et précises. Le DRS à l'époque pouvait se mêler de la presse, des habilitations de responsables, qu'un faire l'enseignement militaire, de l'enseignement technique, l'espionnage, faire toutes les compétences. Il fallait réformer parce que le DRS fonctionnait comme si l'Algérie vivait encore à l'époque de la guerre froide, où les services secrets pouvaient tout faire. Les services secrets ne peuvent pas tout faire. Il fallait que certaines de leurs compétences soient délaissées pour se concentrer dans un monde de nouvelles technologies, de mutations technologiques, dans un monde d'intelligence artificielle, dans un monde des réseaux sociaux, dans le monde des guerres d'information, dans les guerres psychologiques et les guerres économiques. Il fallait se concentrer sur d'autres missions. La restructuration était nécessaire, sauf que la restructuration, elle a mené à une purge de vengeance. On a voulu, comme je l'ai dit hier, écarter toutes les personnes qui étaient proches du général Toufer, parce que le général Toufer était soupçonné de vouloir fomenter un coup d'État contre le 4e mandat de Bouteflika et de son entourage. Gaïd Salah et l'entourage de Bouteflika ont voulu éliminer Toufer et le clan Toufer, le groupe Toufer, parce qu'ils savaient que le général Toufer avait au sein de la société et au sein de l'État des cellules dormantes, des réseaux de plusieurs centaines de personnes loyaux et serviteurs de DRS qui auraient pu, de leur point de vue, du point de vue de Gaïd Salah et de Saïd Bouteflika, fomenter un coup d'État de l'intérieur. Et donc déstabiliser le système algérien et déstabiliser le 4e mandat de l'intérieur. C'est pour ça qu'ils ont éliminé Général Toufer. Ils n'ont pas éliminé Général Toufer, qu'il allait partir à la retraite. C'était lui qui avait planifié son départ à la retraite. C'était d'un commun accord. Mais ce qui s'est passé après, l'emprisonnement du général Hassan, la purge de plusieurs centaines d'officiers, l'Imenhom Nasser Djen, qui était de 2015 à 2020-2021, on en parlera dans une autre émission, parce qu'hier on n'a pas eu le temps de parler de tout son parcours, il a été mis à l'écart. Il y a une centaine d'officiers qui étaient mis à l'écart juste parce qu'ils étaient des officiers qui ont grandi, qui ont été formés, qui ont pris de l'expérience, qui ont connu un certain niveau de maturité et qui ont fait leur carrière, qui ont atteint un certain niveau de carrière durant ou grâce à leur collaboration de près ou de leur proximité ou leur collaboration proche avec le général Toufer et ses principaux collaborateurs et son entourage. Donc, محسوبين على توفيق نحاهم.
شفنا le résultat. Le résultat, il a donné le cinquième mandat. La crise a le cinquième mandat en 2019, la crise du Hirak et le pays s'était effondré parce on a enlevé les services secrets, leurs imminences grises, qu'on le veuille ou non. C'était des imminences grises. Parce que c'est quoi une imminence grise dans les services secrets? Quelqu'un qui a de l'expérience, des gens qui sont forts dans le travail de l'intelligence, ils ont des réseaux, ils ont des carnets d'adresses, ils connaissent bien les mutations, les évolutions de leur pays parce qu'ils ont travaillé sur le terrain. J'ai toujours dit, l'Algérie a été stable quand le régime algérien est stable. Quand le régime algérien, pour qu'il soit stable, il faut que ces trois têtes fonctionnent bien. C'est quoi les trois têtes du régime algérien? Une présidence forte, un état-major fort et des services secrets forts. Que l'une de ces têtes s'ébranle, ou la tombe, ou la trébuche, ou la n'est pas suffisamment prise en considération, ou la ne joue pas amplement son rôle, et bien le régime il est instable, il y a des guerres de clans, il y a des purges internes, il y a des guerres, et quand le régime il est instable, ça crée une instabilité politique crée l'instabilité économique, et l'instabilité économique crée la misère sociale, la détresse, et ça aggrave le sous-développement de l'Algérie. Voilà. Non, moi je parle du point de vue des institutions. انا ما يهمنيش الجنرال هذا ولا الجنرال هذا, نحكي comme le fonctionnement institutionnel d'un pays qui doit être stable. Maintenant, l'idéologie n'a pas de place. تقول لي هذاك assassin criminel, toi tu es qui? Celui qui a des preuves باللي قتل ودار, جيب لنا. انا pas de problème, انا الجيري باغ جو لونس ان ابل اللي عنده دي بروف على توفيق, على ناصر الجن, على اكسيتيرا, يجيب لي لي بروف على جيبوا لنا دي بروف باللي vous avez été torturé, tué, انا je les publie. انا جنرال صديق بن يحيى صديق comment il s'appelle là, j'ai oublié. J'ai fait une émission avec lui sur Canal 22 sur l'affaire Nazar. Je lui ai posé toutes les questions, etc. وهضرنا كلش. Moi je suis journaliste. Moi, je travaille sur des faits. Quand il y a des faits, il n'y a aucun problème. Je suis là pour expliquer clairement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, voilà. Je suis là pour expliquer exactement les faits. Moi, je travaille que sur les faits. Je ne vais pas me faire de l'idéologie. Parce que certaines personnes, ils nous poussent à affirmer que tout le monde était criminel pendant les années 90, mais sur quelle preuve vous vous appuyez? Ah, les crimes de masse. Ok, mais les crimes de masse, pourquoi ce ne seraient pas les islamistes qui les ont commis? Pourquoi ce seraient les militaires? Sur quelle base? Ce que sont vos preuves? Les Algériens savent très bien ce qu'ils ont vécu dans la décennie noire. Ou l'échec du Hirak, je pense que certains n'ont pas tiré la leçon de l'échec du Hirak. Les Algériens ne sont pas révisionnistes. Ils ne remettent pas en cause ce qui s'est passé dans la décennie noire. Ils remettent en cause la mauvaise gouvernance de leur pays et les ingérences des services de sécurité et de l'armée dans la prise de décision politique. Oui, les services secrets n'ont pas à nommer des ministres. Oui, les services secrets n'ont pas à semer le travail des ministres. Mais les services secrets enquêtent sur les ministres et font des enquêtes d'habilitation et enquêtent sur des secteurs où les ministres sont censés diriger pour que les services secrets puissent donner la véritable information au chef de l'État afin qu'il puisse mieux contrôler et apprécier, évaluer le travail de ses ministres. Donc, il y a des nuances. Maintenant, on ne maîtrise pas ces nuances. Donc, l'émission d'hier sur Nassar Jeune, c'était pas pour lui faire une promotion, c'était pour vous expliquer comment un bonhomme qui s'est fait une légende, qui est devenu une légende dans les services secrets, une légende pour les gens des services secrets, pas pour les communs des Algériens, comment il a pu faire une ascension et devenir un patron de la DGSI. Mais malheureusement, il y a le discours culpabilisant et l'idéologie a des on essaie de nous culpabiliser. Si on ne dit pas qu'ils étaient des criminels, on n'est pas des opposants, on n'est pas des démocrates. Bah non, c'est pas vrai. Nul n'a le monopole de la vérité. La décennie noire, la population a été victime de graves violences qui ne sont pas uniquement le fait des militaires et des services de l'enseignement, mais qui sont aussi en grande partie le fait des groupes armés islamistes qui ont provoqué la guerre civile pour reprendre ce qu'eux pensaient comme étant un pouvoir qui leur a été confisqué. Ça, on ne peut pas le nier, ça, on ne pourra jamais le démentir, on ne pourra jamais nous faire oublier.